Donc, vous voyez, mon titre, c'est La résilience des âgés, faire lien. Il se trouve qu'il y a une trentaine d'années, je m'intéressais à l'éthologie humaine, et en particulier, autour de l'éthologie humaine, à la sexualité des bonobos. Il y a des raccourcis un peu surprenants. Et à ce moment-là, j'ai rencontré un monsieur qui s'intéressait à la sexualité des bonobos, qui était Boris Cyrulnik. Et Boris est devenu un très grand ami, un très proche, et qui m'a embarqué dans l'histoire de la résilience. Et on a toujours un groupe de travail, et on continue à travailler autour de la résilience par rapport aux âgés. Cette photo, quand je l'ai vue, m'a beaucoup marqué. C'est pour ça que je tenais à ce qu'elle soit présente au début de ce diaporama, parce qu'elle résume complètement la période qu'on a traversée, de cette présence-absence, de ce lien qui ne pouvait pas se faire, et en même temps, ce qui m'a beaucoup touché, c'est, outre bien sûr la manière dont, je pense, on va dire sa fille ou sa petite-fille entoure cette dame, mais la main de cette soignante derrière aussi, qui est là en termes de présence. J'avais mal calculé mon diaporama, donc je vais accélérer sur un certain nombre de choses, mais il n'y a pas de résilience sans traumatisme, donc il faut que je vous parle deux mots autour du traumatisme. Traumatisme, il y a d'abord un événement, un trauma qui a trois conséquences. La première conséquence, c'est que ça fait effraction. Ça peut être soit une effraction physique, les agressions, les viols, les attentats, ou une effraction mentale, quelque chose qui va faire que la capacité que l'on a à se protéger des événements extérieurs sur le plan psychique est effractée. Deuxième élément, c'est ce côté suspension de la pensée. C'est pas possible, ça arrive pas à moi, c'est du niveau de l'impensable. Troisième élément, c'est la destruction du lien. C'est que je ne suis plus jamais comme j'étais avant. Et c'est une double destruction du lien, parce que c'est une destruction du lien avec soi, parce qu'il s'est passé quelque chose qui m'a transformé, qui m'a changé, qui m'a cassé, et puis une destruction du lien avec les autres. Il n'a pas été évoqué que je dirige aussi l'enseignement de sexologie à la faculté de médecine de Lyon, et que malheureusement, je vois beaucoup de femmes agressées sexuellement et violées, et toutes ces femmes me disent la même chose. Je ne suis plus une femme, je suis une femme violée. Il y a quelque chose qui s'accole au terme de femme. Et puis, ça peut faire traumatisme ou pas. Et ça peut faire traumatisme avec deux éléments. Le premier élément, c'est ce vécu d'impuissance. Je suis face à un événement sur lequel je ne peux rien faire, donc je me sens complètement impuissant ou impuissante. Et puis cette idée de mort imminente, de quelque chose qui est une destruction de moi, pas forcément d'une mort physique, mais en tout cas d'une mort psychique. Et deux éléments essentiels sont atteints pour moi à ce moment-là. C'est la question de l'identité. Je suis atteint dans mon identité et je suis atteint dans mon intimité. Et il y a quelque chose qui va faire une forme de déliaison en moi. Et je vais vous donner un exemple. Un exemple qui peut paraître banal pour nous. Moi, ça a été dit, je suis professeur associé, donc j'ai une activité. Je travaille à l'hôpital, dans des EHPAD. Et quelque chose qui peut être banal peut faire aussi quelque chose qui est un traumatisme. Ça peut être l'entrée en EHPAD. L'entrée en EHPAD, il y a des éléments qui vont faire trauma. C'est je vivais chez moi, je suis dans une collectivité. Donc, il y a quelque chose, je vous rappelle, ça fait effraction dans ma vie. Je ne comprends pas ce lieu et ce qui m'arrive, donc quelque chose qui est une forme de suspension de la pensée. Et que sont ma famille et mes amis devenus? Donc là, on est dans la question de la destruction du lien. Et avec deux autres éléments, je n'ai pas le choix, je n'existe plus. Et de nouveau, on a toute la constitution des éléments possiblement traumatiques. Et comme le disait Anna Freud, il faut deux coups pour faire un traumatisme. Le premier dans le réel, c'est le trauma, c'est l'événement, c'est ce qui se passe. Et surtout, donc c'est la blessure qui va être présente, et surtout le second, c'est la représentation du réel. C'est l'idée que l'on s'en fait sous le regard de l'autre. Je l'ai mis un peu en gras parce que l'idée que l'on s'en fait sous le regard de l'autre va être une des dimensions essentielles du mouvement résilient et de permettre de sortir de ce disque rayé qu'est le traumatisme. Alors la résilience. Mais justement, face à cette désintégration traumatique, compris, il y a quelque chose qui explose, il y a quelque chose où je suis détruit, il y a quelque chose où je ne me reconnais plus, et bien la résilience, ça va être un mouvement au contraire intégratif,
quelque chose qui va permettre de se retrouver, de se développer d'une manière différente de ce qui aurait été mon développement s'il n'y avait pas eu ce traumatisme. C'est quelque chose qui va recréer une cohérence interne dans un environnement qui le permet. Et donc la question extrêmement importante, c'est en quoi les gens qui ont vécu un trauma, et pas forcément un traumatisme, vont être dans un environnement qui va leur permettre d'intégrer cet élément qui va peut-être pas forcément faire traumatisme. Et c'est un processus, comme ça a été dit, qui va permettre une reprise développementale. Donc on résume, un traumatisme, une reprise développementale, quelque chose qui va faire effraction, un contenant cassé, une déchirure psychique, une mort psychique, la reprise d'un développement et avec en rouge une rencontre résiliente. Pourquoi je mets une rencontre résiliente? Parce que je n'aime pas du tout, même si je vais l'utiliser après, parce que c'est le terme qui est utilisé, le terme de tuteur de résilience. Pourquoi je ne l'aime pas? Parce que ça met dans quelque chose qui fait qu'il y a un tuteur et un tutoré. Ce n'est pas de la résilience, ça. La résilience, c'est comment chacun va être transformé par l'autre. Comment chacun va être capable de se reconstruire, et j'ai dit bien de se reconstruire, dans la rencontre qu'il va avoir avec l'autre. Donc il y a une rencontre résiliente. Il y a quelque chose qui va faire une rencontre, et j'insiste sur le terme de rencontre, qui va permettre ce mouvement résilient. Donc la résilience, c'est quoi? C'est une retrouvaille avec un soi transformé. Comme je vous l'ai dit, on n'est plus pareil qu'avant, de toute manière. Il s'est passé quelque chose. J'ai accompagné, moi, les équipes qui ont accompagné les gens après le 13 novembre, et en particulier d'un hôpital au nord de Paris, à Saint-Antoine, où vraiment ils ont vécu quelque chose qui est de l'ordre de l'inimaginable, qui leur faisait vraiment avoir tous les éléments de traumatisme. Et tous me disaient « je ne suis plus le même maintenant ». Tous. C'était la parole « je ne suis plus le même maintenant ». Donc, c'est un soi transformé par le regard et la présence d'un autre, avec cette idée donc, du tuteur de résilience, comme je vous ai dit, avec les bémols que je mettrai autour de ce terme. Donc, ça va être comment celui qui va participer à cette rencontre résiliente va permettre à la personne de se sentir entendue et reconnu dans sa singularité d'humain, en dehors des étiquettes diagnostiques ou relationnelles. Très souvent, moi je suis soignant, hein, j'assume, je suis soignant, j'interviens en termes de soignant, et je me considère comme souvent le plus mal placé pour être dans une dynamique résiliente vis-à-vis des gens que j'accompagne. Parce que je suis repéré avec une casquette. Je suis repéré avec un certain nombre de rôles et je me suis rendu compte que dans les établissements, les EHPAD parfois, le cuisinier, le jardinier pouvaient être plus des tuteurs de résilience, on va utiliser ce terme-là, parce que justement ils étaient en dehors de ce champ-là. Ils étaient en dehors d'une étiquette diagnostique, mais ils étaient dans du relationnel. Ils re-rencontraient une personne qui vivait un certain nombre de choses. Et un jour, il y a un monsieur que j'accompagnais dans un établissement qui m'a dit une phrase que je vous ai mise, c'est « Vous me connaissez, les autres m'ignorent ». Vous me connaissez, mais en tant que personne, pas en tant que malade qui a besoin de soins. Oui, je suis un malade qui a besoin de soins, mais où est la personne là-dedans? Donc pour moi, c'est une clé extrêmement importante de la rencontre résiliente. C'est ce que je vous disais, il y a une forme de mise en scène de la relation où chacun devient un acteur de la relation pouvant s'éloigner de plus en plus de lui. Là, je joue le professeur. Si vous me voyez ce week-end avec mes petits-enfants, c'est pas le même. Et pourtant, c'est le même. Parce que j'endosse des rôles différents et que dans des moments de l'existence, on est dans des rôles différents. La question, c'est est-ce que mon rôle professionnel m'éloigne de moi ou est-ce que mon rôle professionnel va pouvoir être en cohérence avec moi? Je fais une petite digression, mais moi j'ai beaucoup travaillé avec un groupe associatif qui s'appelle l'ACPPA, je continue à travailler, d'EHPAD. Et pour le recrutement, je dis aux directeurs d'établissement, la chose la plus importante dans le CV, c'est la dernière ligne. C'est « j'aime le tango, j'adore la pêche à la ligne ». Voilà, parce qu'à partir de là, il y a quelque chose qui va pouvoir se construire, non pas simplement sur les compétences professionnelles, mais sur les compétences relationnelles de la personne. Et ça, c'est une richesse extrêmement importante qui est souvent mal utilisée. Donc, c'est l'idée de comment on va s'impliquer dans une relation, de cette implication relationnelle entre l'aidant et l'aidé,
et comment cette implication relationnelle va être en dehors d'une position clinique qui recherche la validation d'hypothèses, etc. Et surtout, le deuxième point qui est le plus important pour moi, c'est pour que l'autre puisse se transformer, il faut accepter qu'il nous transforme. Alors la résilience des âgés, ça c'est quelques ouvrages auxquels j'ai eu l'honneur de participer, des ouvrages qui sont issus de notre groupe de réflexion. Et qu'est-ce qu'on a, je dis bien on, parce que c'est pas moi, qu'est-ce qu'on a fait émerger autour de ça? Un certain nombre de choses que je vais passer en revue. Il y en a trois que j'ai mis un peu plus en exergue, c'est le récit de soi et la cohérence interne, le lien social et le sentiment d'appartenance. Premier élément, le récit de soi et la cohérence interne. Non, pardon, il y a cette idée que bien sûr on a une histoire et que la résilience va se construire autour d'une histoire, que ça n'échappe pas aux mécanismes présents chez les individus plus jeunes et que même si la question des apprentissages est moins présente chez les âgés ont l'avantage d'avoir une expérience qui va leur servir de ressource et qui va permettre de construire un certain nombre de choses. Donc la cohérence interne, le radotage des vieux. Putain que ça m'énerve ça. Ça m'énerve. Les vieux ne radotent pas, ils se racontent. Ce n'est pas du tout la même chose. Et cette fonction de se raconter est une fonction essentielle. Parce que dans le vieillissement, et en particulier dans le grand âge, dans ce moment où il y a quelque chose qui est une forme de déliaison, là aussi, dans le grand âge, à force de se raconter, on se crée son histoire. On sait, il y a tous les travaux sur la mémoire, qui fait qu'à chaque fois qu'on rencontre une histoire, on la transforme. Donc on n'a aucune mémoire. On a une mémoire d'huîtres. Je ne sais pas si les huîtres ont une mémoire, mais parce qu'on a des souvenirs. Et des souvenirs, on les transforme, et les souvenirs nous transforment. Et donc, dans cette période du grand âge, le fait de se raconter, c'est créer cette cohérence interne. Mais pour se raconter, il faut qu'il y ait des histoires, il faut qu'il y ait des oreilles, pardon, pour que les gens se racontent. Donc, c'est cette possibilité de ressaisir son existence, et l'âgé, il va pouvoir protéger sa cohérence interne et protéger à la fois son intimité et son identité dans une forme d'auto-création de son image qui va favoriser un accomplissement de soi. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein. Il y a eu beaucoup de travaux autour de ça. Et Boris, il rajoute une chose dans Les âmes blessées qui dit « Pour faire un récit, il faut anticiper son passé ». C'est génial comme phrase, ça. Aller chercher intentionnellement dans sa mémoire les images et les mots qui construisent sa narration. On ne raconte pas n'importe quoi à n'importe qui. On va choisir un certain nombre d'éléments en fonction de ses interlocuteurs. Moi, je suis toujours frappé, en tant que psychiatre, quand je suis avec l'assistante sociale, qui me raconte des choses que je n'ai jamais entendues. Parce que, là aussi, on est enrôlé dans un certain nombre de choses, et les gens vont se caler par rapport à ce qu'ils imaginent qu'on puisse entendre. Et ça, c'est extrêmement important. Est-ce qu'ils imaginent qu'on puisse entendre ce qu'ils sont et non pas ce qu'ils montrent dans une forme de pathologie? Donc ensuite, c'est Boris qui le dit, il faut anticiper le partage de l'histoire que l'on s'apprête à adresser à quelqu'un. Et c'est ce quelqu'un qui est important. Donc pour se raconter, il faut pouvoir penser l'autre, c'est ce que je viens de vous dire. Il faut percevoir qu'il est capable de recevoir ce qui est proposé, qu'il peut partager et se positionner dans la relation. Il y a eu plein de travaux qui ont été faits à la sortie des camps de concentration qui ont montré que les gens qui sortaient de camps de concentration n'ont pas raconté ce qui se passait parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas être entendus et qu'il a fallu du temps pour qu'ils puissent dire un certain nombre de choses parce qu'il y avait un contexte qui le permettait à ce moment-là. Donc chez l'âgé, le récit partagé de soi est la base de la résilience et c'est tous les travaux de Paul Ricoeur. Hein. C'est une vie qui est une histoire, qui a une histoire, devient une vie qui est une histoire. Donc c'est la transformation de l'histoire. Alors est-ce que les vieux ne sont pas adaptables? Ça c'est une autre connerie. L'adaptabilité, c'est le propre au quotidien de la vieillesse. Tous les matins, quand on vieillit, on se réveille différemment. Donc, on est dans quelque chose où on est dans une adaptation permanente, plus on vieillit. Par contre, dans une intermittence de la relation où on va avoir des moments où on a besoin de se retrouver avec soi-même pour être aussi dans cette pensée de soi. La curiosité est un autre élément extrêmement important. Curiosité de soi, curiosité aux autres, et avec l'idée de la créativité. L'humour, qui est un des mécanismes de défense, c'est des mécanismes de défense. Il y a le premier qui est le déni, et puis le dernier, c'est la sublimation. Le déni, c'est vous recevez un coup de téléphone, on vous dit machin est mort, la première phrase que vous dites, c'est pas possible. C'est le déni. Hein. Mais ça sert, ça nous protège.
Et puis, il y a donc cette dynamique de l'humour, et j'adore ça. Il y a une faute, mais on s'en fout. On m'a dit que tu avais pris le mot incorrect comme mot de passe sur ton ordi. Bah oui, vu que je perds la mémoire, je tape n'importe quoi et il me dit votre mot de passe est incorrect. Ça c'est génial, je trouve. C'est comment on utilise quelque chose, et c'est voilà, c'est ça l'humour. Et comme je l'ai souligné, il permet de partager des événements et de socialiser le vécu. Le lien social, on va vous en reparler, c'est essentiel, c'est capital. Nous sommes des animaux sociaux, on a besoin de liens sociaux. Et puis, il y a cette question de la mort qui est présente. Et autour de la mort, tout ce qui va se mettre en place autour de la religion, des croyances. Et comme j'ai souligné, ça a été déjà évoqué, la question du sens. Comment ce moment-là, autour des croyances et de la religion, vont permettre de donner sens à une existence. Le sentiment d'appartenance, qui est un sentiment extrêmement important. Et justement, ce qui est intéressant dans toutes les interviews que je fais dans les EHPAD, c'est tous ces gens très âgés qui ont cette capacité, ce qu'on appelle dans le jargon psy, d'internaliser leur famille. Leur famille est là dans leur tête, même si elle n'est pas là physiquement. Et cette capacité d'internalisation, on sait que c'est un vecteur important de résilience. Je vais passer là-dessus. Et pour conclure, donc la résilience est une retrouvaille avec soi par la rencontre avec un autre. Deuxième élément, chez l'âgé, c'est une relecture et une réécriture de soi dans un développement qui continue jusqu'au bout de l'existence. Et pour certains, il n'est pas possible. Pour certains, ce n'est pas possible. Et pour vraiment terminer, la semaine dernière, comme quoi il n'y a jamais de hasard, je faisais devant des retraités une conférence sur la résilience. Et à la fin de la conférence, il y a un monsieur qui vient et qui me dit « J'ai un poème qui, pour moi, dit la résilience. » Je ne l'ai pas enregistré parce que ce n'était pas le moment, mais je vais vous faire écouter ce poème. S'il veut bien démarrer. Prud'homme. Le laboureur m'a dit en songe, « Fais ton pain, je ne te nourris pas. Gratte la terre et sème. » Le tisserand m'a dit, « Fais tes habits toi-même. » Et le maçon m'a dit, « Prends la truelle en main. » Et seul, abandonné de tout le genre humain, dont je traînais partout l'implacable anathème, quand j'implorais du ciel une piété suprême, je trouvais des lions debout dans mon chemin. J'ouvris les yeux, doutant si l'aube était réelle. De hardis compagnons sifflaient sur leur échelle. Les métiers bourdonnaient, les champs étaient semés. Je connus mon bonheur, et qu'au monde où nous sommes, nul ne peut se vanter de se passer des hommes. Et depuis ce jour-là, je les ai tous aimés. Très beau, très très beau ce petit poème. Et surtout, il faut garder cette liberté de faire ce que l'on veut jusqu'à la fin de son existence. Voilà, je vous remercie. Il y a l'autre là-bas.